Bonjour et bienvenue sur la chaîne 13 Pichado pour une petite présentation des informations financières de l'Olympique de Marseille sous forme de foire aux questions, puisque ces dernières semaines, on m'a posé des questions et donc j'y réponds si je peux. Alors on me demande en particulier de quoi je parle quand je parle du budget de l'OM, de quoi on parle plus généralement quand on parle du budget de l'OM. Alors là, je voulais vous répondre qu'il y a différents types de budget. Il y a un budget de charge qui correspond à ce qu'on dépense. Le budget de produit, ça correspond à ce qu'on espère gagner. Le budget de transfert, c'est bien sûr l'argent qu'on a disponible pour dépenser en transfert. Le budget de marketing, c'est l'argent qu'on a disponible pour faire de la publicité ou faire des dépenses de marketing. En commun, en général, quand on parle du budget, on parle de ce qui va se passer à l'avenir. On parle du budget de la saison en cours parce qu'on n'a pas encore fini la saison en cours jusqu'au 30 juin. Mais une fois qu'on a fini la saison, le 30 juin, on passe à la comptabilité, puisque là, on a les chiffres réels, et donc on peut parler de ce qui s'est réellement passé. Ça n'a plus beaucoup de sens à ce moment-là de parler de budget. Donc, dans le budget de produit, on trouve différentes choses. On trouve les droits télé, médias et Internet, les éléments comme le sponsoring et le partenariat. On a les recettes de billetterie et tout ce qui se passe le jour de match. Si vous buvez un coca à la buvette, ça rapporte quelques sous au club, ça tombe là-dedans. Et dans les autres produits, on trouve notamment les ventes de maillots, les aides de l'État, les paiements de CVC, etc., etc. Dans le total de produits, donc, on a vu qu'il y avait eu une évolution un peu bizarre ces dernières années. Certains y ont vu des choses machiavéliques. On peut pourtant expliquer tout ça de manière assez claire en regardant les chiffres. Alors, ces chiffres, ils sont tirés des rapports de la DNCG. Les rapports de la DNCG, ils sont complètement fiables. Les données, elles sont justes. Elles ont été auditées, mais elles ne sont pas complètes au sens où on pourrait avoir des états financiers plus détaillés qui nous donnerait plus de précision sur certaines des catégories. Donc là, on a des comptes simplifiés, et avec ces comptes simplifiés, on peut faire certaines analyses, on peut en tirer certaines conclusions, mais il y a aussi des analyses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. On peut s'expliquer ce qui s'est passé au niveau des produits hors mutation ces dernières années, notamment avec les qualifications en Coupe d'Europe que vous voyez que j'ai rappelé ici, notamment la participation à la Champions League en 2021 et en 2023, les plutôt bons résultats en 2022 qui nous ont permis d'aller jusqu'en demi-finale de Conference League, et puis en 2024, selon les résultats finaux de la Coupe d'Europe, on verra bien comment finit l'année. Là, il n'y a que le club et les dirigeants du club qui savent exactement ce qu'ils ont prévu dans leur budget. Est-ce qu'ils ont prévu qu'on soit troisième du championnat et qu'on aille en huitième de finale de Ligue des Champions? C'est bien possible. Si c'est le cas, eh ben, on est sorti des clous assez fortement par rapport à la réalité. Et quand on verra la comptabilité, ben, on se rendra compte que c'est pas à la hauteur des attentes du budget initial. Ça, c'est comme ça que ça marche, le budget et la comptabilité. Maintenant, comment on s'explique ce qui s'est passé? Là, le chiffre que je vous ai mis là, c'est une estimation de 13 Pichado. Moi, j'ai pas plus d'informations que vous sur ce qui se passe dans le club et sur le budget que le club a programmé. À chaque fois, j'essaye de faire des estimations en fonction du classement qu'on espère avoir à la fin de la saison, mais ça ne reste que des estimations. J'ai pas d'informations sur exactement les projections que fait le club. Donc, la partie historique que vous voyez dans ma projection, c'est de la comptabilité. Ça, c'est des chiffres qui sont tirés de la DNCG. Et puis, la partie budget, ça, c'est un chiffre un peu au hasard, on va dire, pas vraiment complètement au hasard, mais disons, c'est ma meilleure estimation de ce que pourrait être le budget de l'OM pour 2023-2024, compte tenu de ce qu'on sait des performances sportives de l'OM en ce moment. Donc dans les produits hors mutation, on a vu qu'il y avait forcément des questions qui se posaient sur le budget de l'année en cours compte tenu de la participation à l'Europa League, mais aussi pour les années précédentes, il faut qu'on tienne compte de tout ce qui s'est passé parce que en 2020 et 2021, c'est des saisons qui ont été fortement impactées par le Covid. En 2022, on a bénéficié d'aides de Covid qui ont un petit peu artificiellement gonflé les résultats. Et puis 2022, 2023, 2024 et encore un petit peu sur 2025, c'est des saisons où on a reçu des paiements un peu de CVC au titre de la société commerciale de la LFP
Et tout ça, ça a un petit peu faussé le jeu des produits hors mutation, et ça fait qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe en réel, en, en continu. On voit quelque chose qui est un petit peu faussé par ces petits trucs en moins par-ci et petits trucs en plus par-là. Donc si on essaie de retrouver un peu la réalité de ce qui se passe à l'OM de manière un petit peu plus continue, eh ben, on se retrouve avec quelque chose comme ça, c'est-à-dire une croissance un petit peu intéressante quand même des revenus sur la période 2020-2023, corrigée avec, si on avait eu de la billetterie, ben, on aurait peut-être fait 140 millions en 2020, on aurait peut-être fait 165 ou 170 millions en 2021, on aurait peut-être seulement fait 210 millions ou même moins, ou 190 millions en 2022, on aurait peut-être fait seulement 230 millions en 2023, et à savoir ce qu'on fera en 2024, mais il faudra compter que les paiements de CVC gonflent un petit peu nos résultats cette année-là aussi. Donc ça, c'est un peu la répartition des produits entre les droits TV, donc médias et internet, sponsoring, partenariat, recettes, billetterie, jours de match, autres produits, etc. qu'on va voir dans la slide suivante. Donc dans cette slide, vous voyez bien qu'on trouve les droits audiovisuels qui varient beaucoup en fonction de la qualification en Coupe d'Europe, la billetterie qui était nulle en 2021, presque nulle en 2020, et qui du coup nous a pas beaucoup aidé, mais qui est revenu sur les années 2022-2023. Et puis ces autres produits qui varient de manière aussi un petit peu bizarre, parce que on a les aides Covid en 2022, le paiement de CVC qui commence en 2022, et puis des paiements CVC en 2023. Et ça, c'est des trucs qui faussent un petit peu le jeu, et donc qui nous permettent pas de tout comprendre de ce qui se passe. En tout cas, ça fait des mouvements un peu erratiques dans les produits d'exploitation ces dernières années. Alors maintenant, si on regarde le budget de charge hors mutation, alors ça c'est le plus intéressant en fait, parce que c'est ça qui détermine combien on dépense et donc quels moyens on a pour aller chercher une qualification européenne par exemple, ou ce genre de truc-là. Et là-dedans, le plus important, c'est la masse salariale qui inclut les salaires bruts de l'équipe et du staff, les cotisations sociales patronales, diverses primes. Il y a aussi dans le budget de charge hors mutation les transferts, les amortissements des transferts et les honoraires d'agents apparaissent là. Et on a aussi les autres charges, loyer du vélodrome, le centre de formation, les frais de marketing, diverses dépenses, etc. qu'on va retrouver donc dans les chiffres de l'Olympique de Marseille, les mêmes, les comptes individuels des clubs de la DNCG, qui nous montrent qu'en fait, historiquement, c'est quelque chose qui est très stable. Les charges hors mutation du club, elles ont varié entre 220 et 280 millions d'euros sur les 6 années de la présidence sur les 6 dernières années. On n'a pas vraiment vu de bons spectaculaires, mais quand même, sur les 2 dernières années, on a vu un plus 24%, qui est un petit peu inquiétant. Sur 4,5% de croissance sur la durée, finalement, bon, bah, c'est bien, mais c'est pas énorme non plus. On a donc différentes catégories qui rentrent dans ces charges. Vous voyez que dans chacune des catégories, là pour le coup, c'est quand même assez stable. On voit qu'il y a la rémunération du personnel chargé qui augmente chaque année. Donc ça, c'est les salaires concrètement. On a les amortissements des indemnités de mutation qui varient non plus pas beaucoup d'une année sur l'autre. Et on a les honoraires d'agents qui, eux, bon, ont un peu doublé sur la saison 2022-2023, mais qui restent quand même à des montants qui sont assez raisonnables, qui ne changent pas la face de la planète. Enfin, on a des autres charges qui sont très élevées à l'OM par rapport à d'autres clubs. Donc là, on a des interrogations sur pourquoi l'Olympique de Marseille dépense beaucoup plus d'argent que les autres en autres charges. Ça, c'est une réalité. Mais a priori, il n'y a rien de particulièrement mystérieux là-dessous. C'est juste que le club ne communique pas dessus. Il faudrait qu'on sache pourquoi il dépense plus d'argent là-dessus. Alors non, vous rêvez pas, les dépenses de transfert, elles apparaissent bien dans ce qu'on appelle les charges hors mutation. Elles apparaissent à travers l'amortissement des indemnités de mutation. Donc ça, concrètement, c'est si j'achète un joueur, je vais étaler le paiement de ce joueur pendant des années sur la durée de son contrat. Et puis, il y a les honoraires d'agents et d'intermédiaires, ça vous comprenez bien, c'est des commissions qu'on a payées à des agents ou à des intermédiaires
pour l'achat d'un joueur ou très souvent aussi pour le renouvellement d'un contrat ou pour la continuité d'un contrat avec un joueur. Donc, le résultat des opérations hors mutation, bah, c'est simplement la différence entre les produits hors mutation dont on a parlé au début et les charges hors mutation dont on vient de parler. Et en dessous du résultat des opérations hors mutation, on va trouver bah, le résultat des opérations de mutation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Donc ce qu'on voit apparaître en dessous du résultat des opérations hors mutation, ça inclut notamment le résultat des opérations mutation. Donc là, ça va inclure notamment des indemnités de prêt et puis la différence comptable entre le prix de vente des joueurs qu'on a vendus et leur valeur en comptabilité. Alors attendez, je vais vous faire une explication dans les slides suivantes de comment ça marche plus précisément ça. Il y a le résultat financier, ça c'est concrètement ce que ça nous a coûté avec les emprunts qu'on a et les choses comme ça, et puis l'argent qu'on a placé à la banque en net, ce qu'on a pu avoir comme coût financier, et puis éventuellement quelques frais de gestion et des choses comme ça. On va avoir dans le résultat exceptionnel souvent des questions juridiques ou des trucs comme ça, comme par exemple le règlement de l'affaire Gay qui doit expliquer en grande partie la dépense de 5,7 millions d'euros en 2023. Ça peut aussi concerner des ventes d'actifs pas très importants. Je ne sais pas si on a vendu par exemple une machine deuxième main qu'on n'utilisait plus, ça rentrerait là-dedans. Donc voilà, ça nous fait un résultat avant impôt qui est très négatif. Ça c'est intéressant sur le plan fiscal pour McCourt pour diverses raisons où je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui. Mais le résultat avant impôt négatif, ça fait qu'on ne paye pas d'impôt sur les sociétés, en tout cas au niveau de l'Olympique de Marseille ces dernières années, et qu'on a donc ce résultat net qu'il faut compenser puisque à chaque fois ça va amputer nos capitaux propres. On va essayer de s'intéresser à comment marchent les transferts dans la comptabilité, parce que souvent les gens ne comprennent pas très bien tout ça. Donc on a plusieurs choses qui se passent. La première chose, c'est que le coût d'achat du joueur, il peut être étalé sur la durée de son contrat. L'amortissement des immobilisations, des indemnités de mutation, ça s'appelle. Séparément, on a l'achat du joueur qui peut être payé en plusieurs traites. Alors quand c'est le cas, on a en plus des dettes qui apparaissent sur les mutations, ou si c'est dans le cas d'une vente d'un joueur, ben à ce moment-là, on a des créances sur les mutations. Donc quand on a une vente de joueurs et que notre client nous paye en plusieurs traites, et ben ça apparaît dans ça apparaît dans les créances sur les indemnités de mutation. Enfin, à la revente du joueur, le résultat des opérations de mutation, il est calculé en déduisant la valeur comptable du prix reçu pour le joueur. Et puis après, on a un petit impact aussi des prêts. Je vais vous montrer tout ça dans un exemple à la slide suivante. On a le cas, alors je sais que vous n'avez pas envie de voir Strootman, mais c'était un exemple intéressant sur le plan pédagogique. Vous allez voir pourquoi. Strootman, alors j'ai schématisé, j'ai utilisé des montants un peu grossiers pour simplifier les calculs. Ne m'en voulez pas si c'est pas exactement les bons chiffres. C'est vraiment la valeur illustrative qui est importante ici. Hein. Donc on l'a acheté 25 millions d'euros, on a payé 12 millions d'euros et demi en cash la première année, et puis 12 millions et demi d'euros la deuxième année. Donc on a amorti son contrat sur les 5 années de la durée de son contrat, donc 5 millions d'euros par an. On avait, à l'issue de l'achat du joueur au bout d'une année, ben on avait encore une dette sur la mutation de 12 millions et demi d'euros, et puis une immobilisation de mutation qui correspond à son prix d'achat moins une année d'amortissement de 5 millions, donc 20 millions d'euros. Donc il nous restait 12 millions et demi d'euros à payer, d'où la dette sur mutation, et le joueur valait encore 20 millions d'euros dans le bilan comptable. Et puis après, on avance, au bout de 2 ans, il vaut plus que 15 millions d'euros, et puis au bout de 3 ans, il vaut plus que 10 millions d'euros, et puis au bout de 4 ans, il vaut plus que 5 millions d'euros, et puis au bout de 5 ans, il vaut plus rien, puisque le contrat s'est terminé. Donc voilà, ça c'est la valeur des immobilisations de mutation dans la partie achat. Maintenant, une fois qu'on veut prêter Strootman, quand on le prête, on reçoit une indemnité de prêt, par exemple, de 1 million d'euros. Ça rentre dans le résultat sur mutation. Donc ça nous fait plus 1 million d'euros de résultat sur mutation. On a aussi une économie sur la masse salariale. Donc là, on va voir que la masse salariale réduit un petit peu, mais l'amortissement de son transfert, il continue.
Et l'option d'achat, attention, là ça pose encore des complications en fonction du moment où l'option d'achat devient effectivement réelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on exécute l'option d'achat, à ce moment-là, la vente elle est considérée comme réalisée, et donc on passe au scénario revente qui est après, et donc il faut faire des sortes de prorata pour voir ce qui est du prêt et ce qui est un achat dans les cas des prêts, donc c'est un petit peu compliqué. Si on avait voulu revendre Strootman au bout de 3 ans, on aurait peut-être trouvé un acheteur pour 1 euro, mais chez nous, il avait encore une valeur nette de 10 millions d'euros. Et donc, ça aurait engendré un résultat de mutation de moins 10 millions d'euros. On aurait dû enlever 10 millions d'euros sur nos immobilisations de mutation. Et donc, ça nous aurait effectivement permis d'arrêter les amortissements et de réduire les salaires. Mais ce résultat de mutation, ça rendait vraiment les comptes compliqués pour l'Olympique de Marseille. Et donc, c'était pas intéressant de vendre Strootman à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a vu que le club a cherché par tous les moyens, essayer de le prêter pour essayer d'étaler cette douleur sur plusieurs années, plutôt que de devoir d'un coup subir les 10 millions d'euros. Le bilan comptable maintenant, si on regarde ce qui se passe dans le bilan, puisqu'on a déjà regardé le compte de résultat, qui était le premier document qu'on avait regardé, maintenant dans le bilan comptable, on va y retrouver à l'instant de la fin de la saison qui se fait au 30 juin pour l'Olympique de Marseille, ce serait au 31 décembre pour beaucoup d'entreprises, mais pour l'OM c'est le 30 juin. On va regarder ce que possède le club. Alors là, on va regarder la valeur des joueurs qui sont sous contrat, là, attention, la valeur comptable, les autres immobilisations, les créances sur les mutations, les autres créances et la trésorerie, ce qu'on appelle l'actif. On va aussi regarder ce que le club doit à des tiers, comme les dettes financières auprès des banques, par exemple, ou des choses comme ça. Des dettes sur les mutations, donc les transferts qu'on n'a pas fini de payer, les autres dettes qu'on peut avoir, notamment si on n'a pas payé encore le fisc pour X ou Y raison, ou si on a d'autres fournisseurs qu'on a besoin de payer, qui nous ont accordé un petit délai de paiement. Ça, on appelle ça le passif, en dehors des fonds propres. Et puis, les fonds propres, ça va être ce qui revient aux actionnaires, les comptes courants. Donc ça, c'est des prêts qui ont été faits par les actionnaires à l'entreprise et qui peuvent être remboursés aux actionnaires dans certaines conditions. Et puis, les capitaux propres, ça, c'est la valeur des actions des actionnaires, qu'on appelle aussi la situation nette. Donc ça, c'est les fonds propres. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le bilan comptable de l'Olympique de Marseille? Alors, on retrouve tous ces éléments-là. J'en ai fait des analyses du bilan dans d'autres vidéos. Je ne vous fais pas une analyse détaillée ici. Je vous propose qu'on se concentre principalement sur la position de l'actionnaire, puisque c'est ce qui intéresse la plupart des auditeurs qui voudraient savoir exactement les investissements de McCourt qu'on peut voir dans le bilan. Le bilan de comptable, il nous permet de déterminer assez fidèlement le montant de ces investissements de 2016 à 2023. On est 100% sûr que c'est l'argent de Frank McCourt grâce à la DNCG et au registre des bénéficiaires, malgré le Delaware. La DNCG est chargée de vérifier l'identité des propriétaires des clubs de football et c'est eux qui nous informent que c'est Frank McCourt qui est le propriétaire à 98%. On peut leur faire complètement confiance là-dessus, malgré le Delaware. Il est possible que Frank McCourt ait obtenu cet argent en l'empruntant à une banque ou à un autre investisseur, mais si c'est le cas, il a dû donner des garanties personnelles, donc c'est bien son patrimoine qu'il a engagé, son argent, sa richesse qu'il a mis en danger pour pouvoir avoir les crédits qui lui auront permis ensuite d'investir à l'Olympique de Marseille. Donc en fait, ça revient un peu au même que si c'était son argent, et si je suis sincère, moi je m'en fous, si c'est son argent ou s'il l'a emprunté en se donnant des garanties, ça revient un peu au même. Au bout du compte, c'est l'argent que McCourt a apporté à l'OM, et on peut pas être sûr, on peut être 100% sûr qu'il n'y a pas d'investisseur saoudien caché au Delaware. On peut en être 100% sûr. Il n'y a pas d'investisseur saoudien caché au Delaware derrière la structure juridique de McCourt. Il n'y en a jamais eu. La structure juridique n'a pas changé. Les Saoudiens n'ont aucun intérêt à passer par là-bas. Donc on est 100% sûr que c'est bien l'argent de McCourt dont on parle. Cet argent-là, on peut mesurer exactement combien il en a mis dans le club entre le prix d'achat, les augmentations de capital qu'il a fait, les apports en compte courant d'actionnaires, et on peut regarder le total des investissements de l'actionnaire qui a été plutôt régulier les premières années. Vous voyez que les premières années, on a des petites barres bleues assez régulières tous les ans.
En 2021, pendant la période Covid, effectivement, il n'a plus remis d'argent. En 2022, il a remis 80 millions. Et en 2023, effectivement, il n'a pas remis d'argent. Donc, bon, il ne met pas de l'argent tous les ans, mais quand même, il en a mis de manière accumulée au fil des années 511 718 000 dans l'Olympique de Marseille au 30 juin 2023, et sans doute un petit peu plus pour la saison en cours. Voilà, voilà, c'était la petite conclusion de la FAQ Finance de 13 Pichado. Si ça vous intéresse, à très bientôt. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.